Comment on peut être, je m'excuse un peu très dur, d'être bas pour ne pas voir l'essentiel et on s'accroche à l'accessoire. La plupart qui tiennent ces discours-là, soit ils ne sont pas congolais, soit ils travaillent pour les intérêts étrangers. Les gens qui travaillent pour ce pays devraient s'occuper de ce qui passe à l'Est. Bonjour à tous, chers internautes, et bienvenue à ce mini-programme d'analyse des questions africaines et congolaises, mais aussi des questions internationales, comme nous avons l'habitude de le faire. Et aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des élections en République démocratique du Congo, parce que le sujet fait couler beaucoup d'encre. Et nous allons en parler avec Freddy Mulumba Kabouaï, directeur général adjoint de la RTNC, politologue, journaliste, écrivain. Et vous allez remarquer derrière lui, Freddy a posté derrière lui la photo de Cheikh Anta Diop, mais aussi la carte de l'Afrique pour montrer que c'est un véritable panafricain. Freddy, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, nous allons parler des questions des élections. Les élections, normalement, le prochain cycle, c'est en 2023. Mais déjà, on ne comprend pas. Nous sommes à mi-mandat du pouvoir de l'actuel chef de l'État, mais déjà, on parle des élections. Alors, la question qu'on se pose, c'est de savoir... Mais quelle est l'opportunité de ces élections aujourd'hui? Parler des élections aujourd'hui, ça voudrait dire quoi? C'est pas trop tôt, ce n'est pas ce qui pouvait préoccuper les Congolais aujourd'hui. Oui, Adam, ce qui est frappant dans notre pays, c'est de voir que les débats contrôlés est engagé par les politiciens. Dans des pays sérieux, il y a encore des élites intellectuelles puissantes qui comprennent les enjeux. C'est un débat scientifique. On devrait comprendre d'abord écouter les politologues, les économistes, les géographes, les historiens, les sociologues, anthropologues, pour essayer un peu d'orienter l'opinion. Ce n'est pas le cas chez nous. Les débats sur les élections, ce sont les politiciens et d'autres aventuriers qui se sont accaparés de ça. Effectivement, ils ont des moyens parce qu'ils passent dans des médias, ils font du bruit dans des médias. Je pense qu'il faudrait normalement faire appel à l'intelligence que faire du bruit. Je pense qu'ici, la grande difficulté que nous avons est que quand on dit élection, c'est un acte de souveraineté. Qui dit souveraineté? Il dit que c'est le peuple qui vote. Chez nous, qui va voter? Comment est-ce qu'on peut penser aujourd'hui aller aux élections sans recensement et identification? Pour être clair, l'Est du Congo est occupé par les Rwandais et les Ougandais, tout le monde connaît. Et ça échappe à l'autorité centrale. Mais c'est curieux. Au lieu que ces politiciens, pour la plupart qui ne comprennent rien, au lieu qu'ils demandent l'identification et le recensement pour savoir qui est congolais, qui ne l'est pas, et qui a droit de lire les chefs de l'État, ce n'est pas le cas. Tout le monde se précipite pour y aller aux élections. Ce n'est pas la première fois. Voyons l'histoire. En 2006, quand il y a eu les premières élections, on a dit qu'on n'a pas assez de temps de faire le recensement, de faire l'identification de la population. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont déplacés. Vu aussi le temps. Ils sont partis aux élections en 2006 avec des cartes d'électeurs qui faisaient office de cartes d'identité. C'était passable, c'était la confusion. On dit en 2011, cette fois-ci, on va faire appel, on va d'abord faire l'identification et le recensement. Ça n'a pas eu lieu. Et on a encore voté sur base de la carte d'électeur. Entre-temps, tout le monde sait que l'Est est occupé par les Rwandais. Et pendant toutes ces élections, les Rwandais ont voté. Vous partez à l'Est, ils ont des cartes d'électeurs. Donc si vous allez faire des élections sur base de carte d'électeur, donc les Rwandais vont voter les chefs de l'État. Voilà, c'est là moi j'ai dit, nous avons une élite médiocre qui ne comprend pas les enjeux. Parce qu'ici, derrière, les gens ne voient que accéder au pouvoir pour manger, et deux, accéder au pouvoir pour les intérêts étrangers. Mais c'est curieux, on fait les élections pour nous-mêmes. On ne fait pas les élections pour les étrangers. Mais il faut voir combien les étrangers interviennent. De quel droit? Les élections de 2018, c'est le Congo qui a financé tout. Il n'y a pas eu de mort. Vous avez vu? Tout s'est passé calmement. Mais quand les étrangers commencent à s'intéresser, retenez ça. C'est pour qu'il y ait des désordres. Ou bien qu'ils mettent leurs personnes à la tête du pays. Tant que leurs personnes ne sont pas à la tête du pays, il n'y a pas de démocratie. Donc, c'est aux Congolais de comprendre. Je dis aux élites intellectuelles, des universitaires qui ont fait des recherches, d'orienter notre peuple. On ne peut pas comprendre
qu'on ait beaucoup d'universités dans ces pays, des politologues, et qu'on laisse les débats dans les mains des gens qui ne comprennent rien, qui passent à la télévision, dans les radios, et font du bruit. On détruit d'autres populations. L'essentiel, ce n'est pas aller aux élections. L'essentiel, c'est construire un État moderne. Il faut réinventer l'État. Vous allez faire des élections, il y a des cas, il n'y a même pas de policiers. Il n'y a même pas d'administration. Moi, je dis, nous avons un problème, nous avons des tares. Comment on peut être, je m'excuse un peu très dur, d'être bas, pour ne pas voir l'essentiel, et on s'accroche à l'accessoire. La plupart qui tiennent ces discours-là, soit ils ne sont pas congolais, soit ils travaillent pour les intérêts étrangers. Les gens qui travaillent pour ces pays devraient s'occuper de ce qui se passe à l'Est. Je ne vois pas beaucoup de gens discuter de ce qui se passe à l'Est. Ils font du bruit, après ils laissent. Tout le monde devrait se mettre d'accord. Nous mettons l'ordre à l'Est avant d'aller aux élections. Personne ne demande ça. Mais ces politiciens soutiennent que les élections peuvent résoudre un certain nombre de problèmes des Congolais, le quotidien, le chômage. Eux, ils pensent que les élections sont une panacée. Je pense que la difficulté ici, c'est ce que j'ai dit, il faut faire appel aux politologues. Les élections concernent les régimes politiques. Parce qu'on peut avoir un régime politique démocratique comme dictatorial. Donc si on veut démocratiser, on passe par les élections. Ça, c'est dans le système occidental. Les élections ne peuvent pas avoir lieu, mais l'État peut exister sans élection. Tu vois, l'État, c'est ce que je peux appeler la fondation. Et les régimes sont des murs. Donc sans fondation, les murs ne peuvent pas tenir debout. Donc ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est reconstruire, non, réinventer un État. Un État qui répond à nos attentes. Un État qui est proche de la population. Un État qui est au service de la population. Ça, c'est le travail des intellectuels, des penseurs, des clubs de réflexion qui proposent. Mais curieusement, ici, les gens reprennent les discours des autres. Allons aux élections, le système politique. Non, ça fait 60 ans. Ça ne marche pas. Il faut changer les paradigmes. Nous sommes encore ce qu'on appelle le paradigme de développement, où nous devons suivre l'Occident, dans le style occidental, jusqu'à atteindre aussi un niveau élevé de développement. Mais maintenant, il faut, je dirais, renverser les paradigmes, prendre les paradigmes de la renaissance africaine. Ce qui fait quoi? Nous devons aller relire notre histoire. On voit que dans ces pays, dans ce continent, il y a eu des États. Le Rome-Congo, c'était un État puissant. Est-ce que les gens savent que, avant que la Belgique soit créée, avant que l'Europe soit créée, ce qu'elle était, le Rome-Congo avait un ambassadeur au Vatican. Partout au Vatican, il y a la tombe. Le Rome-Congo avait un ambassadeur au Portugal, vers 1500. Donc c'était un État sérieux. Si nous voulons demain avoir des États sérieux, nous devons normalement nous référer à notre histoire. Aller prendre ce qui est dans ces royaumes, il y a l'Empire Lunda, il y a le Congo, prendre des éléments pour moderniser notre État. Donc, créer notre État. C'est le cas, par exemple, de la Chine. La Chine n'a pas eu d'élection. Mais vous voyez que la Chine est puissante. Donc, les discours selon lesquels les élections, c'est synonyme de démocratie, c'est une erreur, ou bien de développement. La Chine n'a pas d'élections. La Chine est puissante et le peuple chinois mange et vit correctement. Le cas de l'Iran, c'est parce que l'Iran n'a pas le système occidental. Il y a élection. Mais ce n'est pas n'importe qui part aux élections. Il y a un groupe de gens qui essayent de sélectionner ceux qui doivent concourir aux élections pour éviter que les étrangers infiltrent leur système. Donc, ce sont des pays qui sont autonomes et indépendants. Donc, si nous voulons demain qu'on s'en sorte, changer de paradigme, quitter le paradigme de développement vers le paradigme de renaissance africaine. 2, réinventer un nouvel État sur base de réalités sociopolitiques, et historiques et culturelles. Avec ça, on est sûr que ça peut marcher. Oui, vous avez donné une partie des solutions, mais dans des termes très scientifiques, pour que les gens puissent nous comprendre facilement. Je pose cette question. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut changer le système démocratique ou il faut abandonner la démocratie, le système démocratique et aller dans un système un peu purement africain? Non, la démocratie, non. Je préfère parler de la liberté. Il faut un système là, le peuple est libre. Quand tu prends le système américain, le système allemand, tout comme le système français, ce n'est pas la même chose. Nous devons nous référer à notre culture. Et je réponds à ça. Je veux dire, tant qu'on n'a pas de soubassement culturel, on ne va pas s'en sortir. Pourtant, notre culture est riche.
Très riche, mais la plupart des gens... Des royaumes puissants. Ouais, la plupart des gens qui sont au pouvoir ont été à l'école occidentale. On nous a formés pour reproduire les systèmes occidentaux. Le système de l'État comme on avait, c'était l'État au service des intérêts occidentaux, ou bien intérêts capitalistes, et au service des individus. Voilà pourquoi vous avez un pays trop riche et la population est pauvre. Parce que si ces gens travaillaient pour le pays, tout le monde mangerait. Mais comme ils travaillent pour les intérêts étrangers, il faut dire, c'est comme ça qu'ils se battent pour que les élections viennent et qu'ils puissent encore revenir. Moi, c'est une perte du temps. On a déjà perdu, on a déjà fait 3 élections. Je pense qu'il faut tirer les leçons du passé et corriger très rapidement. Pour le moment, les élections ne sont pas une opportunité. Il ne faut même pas faire les débats. Au lieu de faire les débats sur les élections, on devrait faire le débat, le premier débat sur les recensements et l'identification, avant d'aller aux élections, et deuxième débat sur la guerre à l'Est. On devrait faire les élections. Notre élite est étourdie. On ne comprend pas. Même ceux qui ont étudié, regardent des gens qui n'ont pas de compétences parler. On désoriente l'opinion. Donc pour le moment, pas question de parler des élections. On parle du recensement, identification, et puis de la guerre à l'Est. Quand ça sera OK, là on peut penser aller aux élections. De toute façon, ils ne sont pas pressés. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre propre pays. On ne le fait pas pour les autres. Mais les autres qui ont des intérêts ici préfèrent avoir leurs clients à la tête du pays. Voilà pourquoi ils réclament les élections à n'importe quel pays, dans quelles conditions. Mais comme ici, il y a aussi beaucoup de gens qui ne comprennent rien, ils reproduisent ce discours-là. Et aussi, les médias sont complices. Les médias entretiennent cette confusion. Donc, il faudrait que les scientifiques sortent comment dirais-je, l'obscurité, qu'ils prennent la place, qu'ils passent par la place publique pour expliquer à notre peuple quels sont les préalables avant d'aller aux élections. Parce que les élections, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen qui permet à ce que les pays soient bien gérés. Merci beaucoup. Je dis merci donc à Freddy Mulumba, mais aussi à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Au revoir et à la prochaine.